Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cycle de visioconférence du GRISOF, groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Et pour cette session de rentrée, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez peut-être, je ne suis pas sûr, professeur Yves Tremblay, qui est président du GRISOF, qui est professeur à l'Université Laval à Québec et qui est donc le mieux placé pour faire un petit peu une synthèse de rentrée sur la science ouverte, en particulier peut-être plus sur la révision par les pairs, mais aussi sur l'ensemble de la science ouverte. C'est en- c'est non seulement une conférence de rentrée, mais c'est une conférence introductive pour le travail que nous aurons à faire cette année, qui va se poursuivre au mois de novembre par un colloque à Dakar qui portera précisément sur la science ouverte, en particulier dans les pays d'Afrique. Yves, tu as la parole. Ben, merci Étienne. Bonjour à tous. Juste comme ça, en passant, je vais effectivement terminer la conférence avec quelques réflexions sur la révision par les pairs et sur l'intelligence artificielle. Mais je vais faire une espèce de résumé de là où on est avec la mise en route de la science ouverte, ses problèmes, ses inquiétudes, ses réussites et où tout ça va nous conduire. J'apprécierais durant la conférence de tenir les micros fermés et je vais sur le champ partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est très bien. OK. Donc, ben, comme Étienne disait, on va parler sciences ouvertes. Comme c'est la première, je pense que c'est la première conférence, j'en ai peut-être fait une il y a plusieurs années, mais j'ai essayé de voir dans les enregistrements, puis je remontais pas assez loin. Donc, j'étais un petit peu à l'aise de faire une espèce de résumé de là où on en est avec la science ouverte et de, comme je le disais tantôt, de terminer cette conférence-là sur la révision par les pairs, les enjeux de la révision par les pairs et aussi, excusez-moi, quelques, quelques réflexions sur l'utilisation de la science ouverte, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle en relation avec les sciences ouvertes. Donc, vous le savez tous, la science ouverte, c'est le nouveau paradigme de penser la recherche, de penser les collaborations et de faire connaître et de partager les résultats de ces recherches. Mais ça veut dire quoi exactement ça? Je vais essayer de faire avec vous un petit retour en arrière pour mieux comprendre où est-ce que nous allons avec ce principe-là. Et comme je le disais, je vais terminer par quelques questions, réflexions sur la révision par les pairs et l'intelligence artificielle. Donc, le plan de mon intervention, l'énoncé, les fondements, les principes de la science ouverte. On va parler des revues prédatrices, on va parler des prépublications. Et comme je le disais, je vais terminer avec quelques réflexions sur l'évaluation par les pairs, le mode actuel, celui à développer et quelques mots sur l'intelligence artificielle. La science ouverte, en fait, on va dire, on va focaliser sur les sciences de la santé. Parce que dans le secteur des sciences pures surtout sciences pures, et je pense entre autres à la physique, aux mathématiques, la science ouverte est impliquée dans ces sciences-là, ça fait une quarantaine d'années. Et pour être très honnête, ça pose pas beaucoup de problèmes. À l'inverse des sciences biomédicales et des sciences élargies dans le monde de la santé, où là, les hypothèses évoluent peut-être beaucoup plus rapidement. Non, pas peut-être. Les hypothèses évoluent beaucoup plus rapidement, alors que, par exemple, en physique, si vous essayez de publier que la Terre est carrée, ben, ça fonctionne pas. Il y a personne qui va vous croire. Donc, les hypothèses de recherche dans certains secteurs scientifiques et notamment en mathématiques, en sciences, en physique. Ça évolue beaucoup plus lentement, de sorte que la science ouverte est établie dans ces sciences-là, ça fait, comme je le disais, une quarantaine d'années.
Mais du côté des sciences de la santé, c'est l'UNESCO qui vraiment a lancé le bal avec sa recommandation sur une science ouverte. Et voici ce qu'elle dit. La science ouverte établit un nouveau paradigme qui intègre dans l'entreprise scientifique des pratiques de reproductibilité, de transparence, de partage, de collaboration, résultant de l'ouverture des contenus, des outils et des processus. Au cours de la présentation, je vais tenter de vous expliquer un peu tous ces principes-là. Donc, pour ça, la science ouverte et l'UNESCO se sont dotés d'une définition des moyens. Comment arriver à rendre ce principe-là actif? Comment le mettre en route? La science ouverte veut rendre les résultats et les données de la recherche, je vais expliquer tantôt qu'est-ce que c'est la distinction entre les deux, accessible à toutes les composantes de la société. Et donc, ça veut dire que ça va nettement au-delà de la communication scientifique traditionnelle, puis je dirais même de la communauté scientifique ultra spécialisée qui à laquelle la publication en question s'adresse. Par exemple, une publication en ophtalmologie risque probablement d'être très peu lue par des neurologues ou par d'autres secteurs. Donc, ça va au-delà de la communauté scientifique traditionnelle et ça s'adresse à toutes les composantes de la société. Elle a comme objectif de démocratiser l'accès au savoir, augmenter l'efficacité de la recherche, et pour faire ça, on va le définir tantôt, elle applique le principe FAIR. Et dans les faits, c'est la question, en fait, c'est le paradigme qu'on va discuter aujourd'hui. Où en sommes-nous et quelles sont les nouvelles réalités dans la mise en marche de ce processus-là? Par ses grands objectifs, la science ouverte porte au grand jour la responsabilité morale et sociale de la science. Ça, c'est mon point de vue, qu'elle produit. Et dans ses réalisations, la science doit soutenir une innovation avec des standards de haut niveau, des standards éthiques et des standards responsables. Juste un petit résumé du parcours. Comme je le disais, dans les années 90, même un peu avant, il y a des archives ouvertes qui sont apparues et qui, d'une façon plus confirmée, vont marquer le début de l'émancipation vis-à-vis des acteurs traditionnels de l'édition. On voit certains mouvements des bibliothécaires avec des tarifications diminuées, des dépenses euh, accès à la documentation papier diminuées. Quelques 10 ans plus tard, on voit vraiment, excusez-moi, excusez, je fais rentrer, un effort notable des organisations politiques à l'international. Et là-dessus, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que la France, très rapidement, va prendre le leadership de la science ouverte au niveau de l'Europe, puis je dirais même presque au niveau, au niveau planétaire. Et elle va organiser toute une série de rencontres, notamment la déclaration de Budapest en 2002. Et je vous dis, et je veux juste vous lire un petit peu le grand résumé de cette déclaration-là. Vous pouvez la lire, je l'ai en référence, il y a une vingtaine de pages. La déclaration de Budapest qui définit le concept du libre accès. Ça définit pas le concept de la science ouverte, mais ça définit le concept de la science ouverte, c'est-à-dire un accès à la littérature scientifique préconisant, premièrement, sa gratuité. Deuxièmement, cette gratuité-là doit être pour la lecture, la copie, la distribution, l'impression, la recherche et l'utilisation à d'autres fins légitimes. Donc, vous voyez que c'est très large, hein? Puis, parmi ces intentions-là de faire, ben, il y en a qui sont questionnables, puis etc. Donc, je vais essayer de vous faire un petit peu le résumé au cours de la présentation. Entre 2012 et 2020, la déclaration de Budapest est renouvelée afin de soutenir le mouvement de généralisation du libre accès comme modèle par défaut de diffusion de la recherche. En 2015, c'est repris par plusieurs gouvernements, plusieurs institutions. 2016, vraiment, l'UNESCO vient
ouvrir le bal et le forcer, le mettre vraiment en branle, de sorte que maintenant, on peut plus revenir en arrière. 2018, vous avez la Commission européenne avec le principe FAIR que je vais vous définir. Et au Québec, excusez-moi, au Québec, vraiment avec la COVID, où là, les secteurs de la santé ont été impactés par toutes sortes de publications fausses qu'on appelle les revues prédatrices. Et donc, un des premiers organismes québécois à se tourner vraiment d'une façon active vers la science ouverte a été le FRQ, c'est-à-dire le Fonds de recherche Québec. Donc, l'objectif, finalement, c'est augmenter l'efficacité de la recherche. Comment on fait ça? Comment la science ouverte peut-elle faire ça? Elle va le faire en appliquant le principe FAIR. Qu'est-ce que c'est que le principe FAIR? D'abord, c'est issu de la Commission européenne, ce qu'on a appelé la coalition S. Et donc, c'est une loi pour la République numérique. Et le FAIR, c'est un acronyme. Le F, ça veut dire facile à trouver. Comment on rend ça facile? Ben maintenant, chaque publication a ce qu'on appelle un identifiant unique, ce qu'on appelle un DOI. Et ce DOI-là, il est unique à chaque publication et naturellement, il est résistant au temps. Il faut aussi que les données soient accessibles. Et donc, les protocoles de communication et de repérage des DOI à travers l'Europe, à travers les Amériques, l'Asie, etc., à l'échelle planétaire, les protocoles de communication deviennent normalisés, de sorte que peu importe où tu es, avec un DOI, tu vas avoir accès à n'importe quelle publication. Il faut que ce soit interopérable, donc c'est le I, c'est-à-dire que les métadonnées vont utiliser un langage qui est formalisé, un langage qui est unique, un langage qui est accessible et qui est partagé et applicable globalement aux fins de représentation de la connaissance. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça prend une concordance entre les termes selon les sites de publication. Donc, c'est un lexique unifié et unique. Et finalement, il faut que les données soient réutilisables, c'est-à-dire que les données ont ce que je pourrais appeler une pluralité d'utilisateurs. Si je résume un peu les grands principes, donc c'est favoriser un accès sans entrave et rapide aux résultats de la recherche scientifique et aux données codes conduisant aux publications. On veut démocratiser l'accès au savoir, augmenter l'efficacité de la recherche, c'est le principe FAIR, améliorer la qualité de la recherche en favorisant une science plus cumulative, plus fortement étayée sur des données plus transparentes. Donc les mots-clés, c'est libre accès, données ouvertes, logiciel libre, matériel ouvert, évaluation ouverte, on va en parler tantôt. Et la conséquence de ça, ben, naturellement, c'est la participation des acteurs de la société, ouverture à la diversité des connaissances et aux critiques. Mais en arrière de tout ça, ce qui est un peu en danger, c'est la propriété intellectuelle. Et maintenant, c'est reconnu partout. Ici, je vous donne juste l'exemple de l'Institut Pasteur. Et d'ailleurs, l'Institut Pasteur vient de publier, c'est le mois dernier, je crois, une lettre ouverte entièrement dédiée à la science ouverte. Et puis, si vous allez sur le site, vous allez la trouver. Puis, je vous invite à la lire. Donc, presque tous les instituts maintenant, certes toutes en Europe, en Amérique, au Canada, le FRQ a construit une politique de la science ouverte. Les IRSC, qui sont les Instituts de recherche en santé du Canada, y réfléchissent, mais la politique n'est pas encore arrêtée, n'est pas encore publiée sur le site des instituts. Donc, ces politiques-là sont conformes au Plan national pour la science ouverte et aux politiques des financeurs regroupés dans la coalition S. Les maisons d'édition ont aussi repris la science ouverte et puis maintenant c'est accessible, elle est reprise par la quasi-totalité des maisons d'édition. Ici, je vous donne juste un exemple très simple. Si vous allez sur Springer, qui publient les revues Nature, ben, vous allez voir, vous avez des onglets. Libre accès et sciences ouvertes. Et puis quand vous déclinez ces onglets-là, ben, vous allez trouver tout un tas de principes
qui sont mentionnés ici, c'est-à-dire engagement en faveur de la science ouverte et du libre accès, augmenter la visibilité du travail et l'accessibilité des travaux. Je pense que c'est noble et c'est excellent, et etc. Donc, vous pourrez les consulter et tout ça toutes ces, toutes ces intentions-là et ces mises en marché et ces mises en marche sont en conformité avec le plan S ou la coalition. Donc, c'est un mouvement qui est généralisé, puis il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est un véritable changement de paradigme. C'est un mouvement incontournable qui crée un nouveau rapport à l'espace, c'est-à-dire que maintenant, on a abolition des frontières, un nouvel espace au temps aussi, parce qu'on peut avoir une diffusion qui est très rapide, et ça, c'est jumelé à une nouvelle dimension idéologique, c'est-à-dire que à quelque part, la science devient comme une espèce de bien commun et ça aussi, ça réorganise la pratique, c'est-à-dire qu'on voit apparaître l'horizontalité dans la recherche par opposition à ce qu'on pourrait appeler en anglais le top-down, c'est-à-dire la recherche verticale, l'abolition des silos et la pratique collaborative. C'est une recherche qui devient sociale parce qu'elle est diffusée dans la société et la société où circule la connaissance. Donc, il y a une circulation de la connaissance. Ça a ses bons côtés, mais ça peut avoir aussi ses dangers. Je vous laisse réfléchir à ça. Ça peut être dangereux. C'est un nouveau modèle économique pour les modèles, pour les maisons d'édition. En fait, ce sont des nouvelles règles qui vont gérer la propriété scientifique. Quels sont, j'en ai parlé un petit peu, les grands principes de la science ouverte? Moi, je pense que c'est de la noblesse dans l'âme, mais je pense que ça demande quelques critiques ou à tout le moins quelques réflexions. Quand on dit que la science ouverte renforce le besoin de la collaboration et le partage des informations au bénéfice de la société puis de la science, c'est vrai. Mais si tout le monde était gentil et honnête, ça serait agréable, mais c'est pas le cas. Donc, il va falloir trouver des balises et la science ouverte y réfléchit. La science ouverte rend les connaissances scientifiques multilingues. Ben, ça, c'est plutôt le numérique, mais la science ouverte et le numérique sont ensemble. Et donc, dans ce sens-là, la science ouverte permet une connaissance scientifique multilingue. Naturellement, on le dit, librement accessible et réutilisable par tous. Personnellement, je trouve que c'est une brèche dans la notion de la propriété des résultats et je pense qu'il y a une réflexion qui s'impose sur comment faire ça pour pour protéger la propriété intellectuelle et pour avoir une intégrité et un sens éthique élevé. La science ouverte ouvre les processus de création et d'évaluation de diffusion des connaissances aux acteurs de la société. Donc, comme je disais tantôt, ça va bien au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. Il y a deux idées là-dedans. Il y a le libre accès et la science ouverte, et je pense que c'est important d'en faire une distinction. Qu'est-ce qu'on entend par libre accès? Le libre accès, ou en anglais l'open access, c'est la mise en ligne gratuite et immédiate des résultats finaux de recherche, résultats qui vont être publiés dans des articles de revue, dans des livres, et associé à ça, le droit d'utiliser intégralement ces résultats-là dans l'environnement numérique. C'est-à-dire que le contenu d'une publication, open access, est ouvert à tous sans frais supplémentaires. La science ouverte, elle va au-delà de ça. Elle va au-delà de la publication et en plus des résultats finaux, la science ouverte couvre aussi tous les résultats de la recherche, incluant les données codes aux sources, comprend aussi le processus de l'évaluation par les pairs, on va en glisser un mot tantôt. Le fait de rendre tous les résultats de recherche aussi ouverts et accessibles, selon, selon le principe, ça devrait permettre de renforcer l'impact et de contribuer à la résolution de certains des plus grands défis mondiaux. Encore là, c'est vrai, mais si tout le monde est beau et gentil, ça va aller. Mais quand ça tombe entre des mains indésirables, ça peut devenir dangereux. Donc, il faut aussi, à l'intérieur de la science ouverte, baliser un petit peu ces affaires-là, structurer l'accès,
pour s'assurer justement que l'éthique, l'intégrité, la reproductibilité, la propriété intellectuelle euh, soit quand même un droit préservé du scientifique. Il y a des mises en garde, surtout en santé, parce qu'on les a vues avec la COVID, surtout on les a vues exploser. Il y a deux choses auxquelles il faut vraiment il y a une chose auquel il faut vraiment faire attention, ce sont les revues prédatrices. Et après ça, il y a aussi ce qu'on appelle les préprints ou les prépublications, qui sont des plateformes de dépôt de texte. Et ça aussi, ça devient presque un incontournable. Et donc, mais il faut bien les connaître, bien les comprendre pour être capable de bien les utiliser. Les revues prédatrices, ben ça, c'est pas compliqué, hein. Il faut être capable de les reconnaître, puis il faut absolument les éviter parce que c'est dangereux, comme le titre le mentionne. Ce sont des prédateurs et donc il faut absolument les éviter. Heureusement, il existe des signaux d'alerte, puis là, je vais juste vous en nommer quelques-uns. Par exemple, il y a l'incohérence géographique, c'est-à-dire l'origine géographique de la revue n'est pas cohérente avec son nom. Par exemple, vous avez une revue asiatique avec un board qui comprend pas de personnes venant de l'Asie, par exemple. Ou encore avec un board et quand vous cliquez sur le nom de ces personnes-là, vous tombez sur du à peu près n'importe quoi. Vous avez aussi en relation avec les revues prédatrices des promesses irréalistes. On vous promet des délais de peer review et de publication extrêmement rapides. Pour ceux et celles qui ont publié, vous savez que, excusez-moi, vous savez que j'ai perdu le fil, là. Vous savez que pour publier, ça peut prendre des mois, voire une année. Donc, quand on vous promet que tout le processus va être complet en 72 heures ou une semaine, ben, ça devrait en principe vous alerter un petit peu. Donc, ça veut pas dire que c'est pas possible. Moi, ça m'est arrivé d'être capable de publier très, très, très rapidement. Mais c'est pas la coutume. Vous avez aussi des noms qui sont très proches d'une revue existante. Ça peut simplement changer par un de, par exemple, au lieu que ce soit Journal of, ça pourrait être The Journal of, ou ça peut être dans la couleur, ça peut être dans la forme du titre, etc. Donc, ce sont des subtilités, mais quand vous le savez, ben, c'est peut-être plus facile à identifier. Et je l'ai dit tantôt, la difficulté à identifier le comité éditorial, ça arrive très, très fréquent. Le comité éditorial de la revue ou les noms qui sont sur ce comité-là vous semblent inconnus ou en tout cas, quand vous cliquez sur des noms, vous tombez sur des spécialisations qui n'ont pas de rapport avec la revue ou des choses de ce titre-là. Au Grisoff, il y a déjà quelques années, on a fait un dépliant, donc qui peut se mettre dans la poche et puis qui expliquait un petit peu les revues prédatrices. Et puis, bon, les dépliants, on les a plus, mais on a encore en PDF j'ai encore en PDF le format de ça. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrai vous le faire parvenir. On a fait aussi des vidéos sur ça, donc si vous avez le lien en dessous. Donc, on a fait des vidéos pour expliquer que sont les revues prédatrices et comment s'en prévenir. C'est trois vidéos de entre 4 et 6 minutes chaque vidéo. Mais il y a quand même des choses qui rassurent. Là, je viens de vous parler des revues prédatrices, mais il y a aussi d'excellentes revues. Et là encore, il y a moyen de les identifier, ces bonnes revues-là. Par exemple, vous avez le DOAJ, le Directory of Open Access Journal, qui recense des références qui sont fiables. Vous avez aussi le Quality Open Access Market, qui aussi qui recense de l'information qui est fiable et des journaux qui sont fiables. Vous avez des organisations qui sont très respectables. L'Open Access Scholarity Publisher Association en note plusieurs, je ne sais pas combien il y en a, mais il doit en avoir quelques milliers.
Donc, c'est très, très fiable. Vous avez aussi le COPE, le Committee on Publication Ethics, qui aussi donne des guidelines pour être capable de reconnaître les bonnes revues, etc. Donc, vous avez de l'information. Vous avez aussi pour ceux qui sont plus dans le domaine médical, les recommandations de l'International Committee of Medical Journal Editor. Ça, c'est 3500 revues à peu près. Donc, ça aussi, vous pouvez les consulter. Et ce sont des ressources qui sont disponibles chez vos bibliothécaires ou qui sont carrément, si vous avez un ordinateur, accès à Internet à la maison, vous avez accès à ces informations-là. Il y a aussi, et ça, j'aime beaucoup ça, ce sont les Think, Check, Submit. Et il y en a pour plein de choses. Il y en a pour les revues. Donc, le Think, Check, Submit pour les revues. Vous avez le lien qui est là. Vous allez là, puis dites, écoute, moi, j'ai cette revue-là. Et le système va vous guider à l'intérieur pour dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Vous avez la même chose aussi pour les conférences. C'est le Think Check Summit, mais Conference. Donc, ça aussi, ça existe et c'est très bien. Donc, en résumé, pour les revues prédatrices et comment les reconnaître, comment les éviter, il existe plusieurs moyens que je viens de vous montrer, qui sont bien documentés. Et malgré le fait que les revues prédatrices fleurissent comme pissenlits en forêt, elles utilisent à peu près les mêmes façons de se présenter et de arnaquer les chercheurs. Un mot maintenant sur les prépublications. Qu'est-ce que c'est qu'une prépublication? D'abord, il y a plusieurs euh, dénominateurs ou dénominations pour la prépublication, mais essentiellement, c'est un manuscrit d'auteur, c'est un préprint, c'est un pre-referring paper, c'est un submit version, c'est un author original submit paper. Mais essentiellement, et là, je vais reprendre une citation de Hervé Maisonneuve, peut-être que vous connaissez, qui est un spécialiste mondialement reconnu de l'intégrité scientifique. Et voici ce qu'il disait dans un de ses blogs sur son site. Les préprints sont des rapports préliminaires non certifiés par les pairs. Ils ne doivent pas servir à orienter la pratique clinique ou les comportements liés à la santé. Ils ne doivent pas être présentés dans les médias comme des informations établies. Donc, somme toute, c'est comme un manuscrit en préparation. Puis pour les plus vieux d'entre nous, vous vous souviendrez peut-être que lorsque vous siégiez sur des organismes de subvention, et c'était le cas ici en Amérique, puis c'est le cas aussi dans je pense que c'est le cas partout en Europe, lorsqu'une demande de subvention et qu'on référait à ce qu'on appelait à l'époque un manuscrit en préparation, on nous disait que ça comptait pas. Pourquoi ça comptait pas? C'est parce que le manuscrit en question n'avait pas reçu la validation par un comité de pairs. Donc, on ne pouvait pas le prendre en cause pour supporter une demande de fonds. Donc, en gros, les prépublications, ce sont des textes. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Mais de toute façon, ce sont des textes qui, de façon générale, n'ont pas été évalués ou révisés ou encore qui peuvent être en cours de relecture par les pairs, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une revue conforme, ils sont déposés sur une plateforme de prépublication, le processus de relecture est fait, et après ça, si le texte est accepté, il va passer à l'étape suivante, qui va être la publication finale dans la revue XYZ. C'est un texte qui peut être déposé sur une archive dédiée et de façon générale, il contient des données originales. Ça peut être des cas cliniques, ça peut être des données de recherche, ça peut être des commentaires, ça peut être des éditoriaux, ça peut être des analyses d'articles, de livres, etc., etc. Donc, les plateformes de prépublication sont devenues centrales et omniprésentes dans le domaine de la publication et plusieurs de ces textes, c'est dommage, mais ne seront jamais des publications classiques au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire qu'elles n'auront jamais été soumises au processus de la relecture par les pairs, mais elles vont demeurer
accessible au grand public. Et c'est là aussi où est peut-être un certain danger. On sait que maintenant, surtout dans le domaine de la santé, le patient a accès à toutes sortes de données. Et puis, un patient X atteint d'une maladie Y va chercher à connaître sa maladie, puis peut-être que les renseignements qu'il va colliger sur cette maladie-là via des plateformes et via Internet, ben, il y a peut-être de l'information vraie là-dedans, mais il y a peut-être aussi de l'information fausse. Et il faut faire attention à ce genre de trucs-là. Aussi, au Grisoff, comme je le disais tantôt pour les prédatrices, on a pas fabriqué, mais construit un petit, un aide afin d'être capable de reconnaître les prépublications. Naturellement, ça correspondait, et ça correspond encore, ces plateformes de prépublication-là, à un besoin du chercheur. Et est-ce que vous voudriez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Et donc, ça demande aussi, au niveau du chercheur, le chercheur devrait faire attention à certaines affaires avant de donner son accord pour déposer un texte sur une plateforme de prépublication. La première des choses, il devrait s'assurer qu'un identifiant pérenne ou un DOI est attribué à cette publication-là. Deuxièmement, il devrait y avoir un contrôle de qualité. Par exemple, est-ce que les métadonnées sont correctes? Est-ce qu'il y a du plagiat? Est-ce que c'est exhaustif? Est-ce que le contenu du texte est une scientificité reconnue? Est-ce que le serveur de publication offre des garanties qui vont rester en ligne sur un terme assez long, là? C'est-à-dire qu'il n'est pas juste de passage pour quelques mois ou quelques années, puis après ça, bingo, il disparaît dans la nature. Est-ce que la plateforme offre des licences ouvertes et de quel type sont-elles? Est-ce qu'il y a des indexations par les moteurs de recherche, que ce soit Google, que ce soit PubMed, etc.? Est-ce qu'elle offre une évaluation par les pairs dans le processus? Est-ce qu'il y a une prise en charge du contrôle des versions et la mise à jour des prépublications après révision, ou c'est simplement une espèce de millefeuille où les textes s'empilent un par-dessus l'autre? Euh, les avantages à utiliser les plateformes, ben, diffusion et visibilité immédiate, incitation à commenter, reconnaissance de la paternité d'une recherche, documentation de l'historique des idées, transparence et suivi des différentes questions, participation au paradigme de la science ouverte et au partage des données. Déposer une prépublication, c'est vérifier la politique de la revue dans laquelle on souhaite publier. Et il y a des sites, le site Sherpa Romeo recense beaucoup de ces informations-là. C'est essentiel d'obtenir le consentement des co-auteurs, de savoir quel type de licence on offre, puis quel type d'archives on choisit. Il faut être conscient que les données vont être partagées, les codes de données, etc. Tout ça, ça va être partagé. Et finalement, ben, je l'ai dit tantôt, vous assurez que le serveur protège votre publication avec un DOI dès la création de la notice. Il y a certains risques à prendre en compte. Sur ces plateformes-là, on trouve des textes de mauvaise qualité. Est-ce que la liaison entre les différentes versions de la publication est assurée? Si elle ne l'est pas, c'est problématique. Est-ce qu'il y a moins de considération qu'un article publié dans une revue classique? Personnellement, je pense que oui, parce qu'encore, la publication sur un préprint, c'est-à-dire la publication d'un préprint sur une plateforme de prépublication, c'est pas encore, selon moi, assez bien balisé. Et finalement, il faut faire attention parce que quand le public s'empare de ces textes-là, ben, si c'est pas des textes qui sont encore validés, ben, ça peut faire un certain ravage. Il existe des listes de serveurs pour les publications. Ici, je vous en donne deux. Donc, vous avez Wikipédia qui a une liste de répertoires de prépublication. Et vous avez aussi un site qui s'appelle ASAP Bio
qui fait le recensement de tels serveurs. Il y a aussi au niveau des éditeurs, il y a les éditeurs qui possèdent leurs propres archives de publication. First Look pour Elsevier, excusez-moi, vous avez ResearchSquare pour Nature, etc., etc. Vous avez des archives aussi au niveau de certains organismes. Au Québec, c'est pas encore le cas. Au Canada, c'est pas le cas non plus, pour ce qui est des grands organismes nationaux canadiens. Mais en France, vous êtes très avancé. Vous avez la plateforme HAL avec ses avantages et ses inconvénients, mais vous avez cette plateforme-là qui est disponible pour les chercheurs CNRS et INSERM. Naturellement, il y a aussi d'autres plateformes à travers le monde. Il y a Archive, Medrive, etc. là, pour les textes en médecine qui sont des plateformes aussi reconnues et bien tenues. OK. Je m'en vais maintenant. La révision par les pairs. Et de la façon dont j'ai fait ça, je l'ai fait comme ça volontairement, en posant des questions, parce que les questions qui sont posées là, en collaboration avec une jeune étudiante de l'Université Laval, Madame Sophia Alloué, on a monté un webinaire de formation et que je vous invite à communiquer avec le GRISOF pour avoir accès. En fait, il n'y en a pas juste un webinaire de formation en sciences ouvertes, mais celui dont je vous parle là, c'est celui sur la révision par les pairs. Mais il y a 7 autres modules de formation qui sont disponibles. Donc, vous avez juste à contacter Étienne Lemarié ou moi et on vous donnera on vous donnera la façon d'avoir accès à ces modules de formation-là. Donc, j'y vais par question. Et là, on va commencer par la révision par les pairs. La première question, devrait-on établir ce que l'on entend par la révision par les pairs? Qu'est-ce que ça veut dire, le terme révision? Je pense que c'est la première chose auquel on doit réfléchir. Ça veut dire quoi réviser un texte? Ça veut dire quoi un pair? C'est qui ces gens-là? Quelles expertises devraient-ils posséder? Toujours dans le cadre de la science ouverte, là. On s'entend. Comment devrait se faire cette révision? Aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui avez publié, de la façon dont ça fonctionne, vous écrivez un texte, vous le soumettez à l'éditeur en chef, l'éditeur en chef en prend connaissance et dit oui, ça m'intéresse ou il dit non, ça m'intéresse pas. S'il dit oui, ça m'intéresse parce que c'est dans le focus du journal qu'il représente, il va mettre sur pied un comité de révision. Il va envoyer ce texte-là à ces gens-là. Les gens vont apporter des commentaires, vont retourner à l'éditeur. L'éditeur va dire oui, c'est un papier qui est acceptable ou non, c'est un papier qui est pas de bonne qualité. Et il va communiquer avec l'auteur. Dans le cas où le papier est accepté, il peut être accepté avec correction mineure, majeure, etc. Et là, s'engage un va-et-vient entre le scientifique et l'éditeur pour dire, ben oui, ça, je suis d'accord avec ça, je vais faire cette correction-là. Par contre, ce que cet arbitre-là me demande, je suis pas d'accord avec ça parce que, et donc, je préfère ne pas le faire. Et au final, il y a une décision qui va se prendre qui habituellement est en faveur de la publication du texte par la revue. Ça, c'est le processus dans lequel on est pour les revues classiques. Mais ce processus-là, est-ce qu'il doit, est-ce qu'il doit perdurer dans le cadre de la science ouverte? Ou est-ce qu'on ne devrait pas aller sur un modèle complètement ouvert? Si on va sur un modèle ouvert, ou même fermé, est-ce qu'on doit garder les réviseurs anonymes ou pas? Que fait-on avec les commentaires publics? Ou encore, est-ce qu'il faut créer un nouveau modèle? La troisième question, les réviseurs sont-ils nos pairs ou des experts de disciplines variées? Ça, c'est une question qui se pose. À l'heure actuelle, dans le processus, ce sont nos pairs. Mais est-ce que ça doit être comme ça dans le monde de la science ouverte? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces textes-là sont disponibles pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on a besoin du même niveau d'expertise? Je fais simplement poser la question et j'y réponds pas. Ou encore, est-ce que ça peut être n'importe qui révise les textes? Parce que ces textes-là vont être accessibles à tous. Est-ce qu'on doit tenir compte de ces commentaires-là?
Qu'est-ce qu'on fait avec la confidentialité et l'anonymat des réviseurs? Est-ce que ça doit être respecté? Est-ce que les réviseurs doivent être connus de celui qui a déposé un texte sur une plateforme? Quel devrait être le statut de réviseur dans la publication d'un manuscrit en termes de est-ce qu'on fait ou on ne fait pas les révisions qui sont demandées et ou suggérées dans le processus de révision? Parce qu'il ne faut pas oublier que sur certaines plateformes, les textes vont demeurer là tout le temps, peu importe s'ils sont révisés ou pas. Et finalement, la quatrième question que je pose, c'est une question sur l'éthique. Et là, il y a mille et une façons de l'aborder, cette question-là. Mais j'ai voulu l'aborder d'une façon très terre à terre. Dans un processus de révision par les pairs, quel rôle ont les comités d'éthique dans le processus de révision? Les comités d'éthique de la recherche sur les animaux. Ah, ici, il y a une erreur parce que le deuxième, ce sont les comités d'éthique de la recherche sur les humains. Je m'excuse, j'ai fait une erreur. Est-ce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent? Dans le cas des comités d'éthique sur la recherche sur les humains, doit-on faire des distinctions pour les enfants? Doit-on faire des distinctions pour les dames enceintes? Doit-on faire des distinctions selon le sexe biologique et les genres? Je ne réponds pas, je fais simplement vous poser des questions. Et la science ouverte pose ces questions-là. Finalement, je vous ai dit que je donnerais un petit mot sur l'intelligence artificielle et ça, c'est une plaque que j'ai empruntée à Madame Aloui. J'aurais dû mettre son nom d'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Qui répertorie un petit peu une première réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les publications scientifiques. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur le bas de l'image avant d'aller dans les items 1, 2, 3. Excusez-moi. L'intelligence artificielle ne pourra jamais substituer le jugement humain. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Son utilisation devrait uniquement être considérée en tant qu'outil de productivité et non à des fins de production scientifique. Donc, allons voir dans les possibilités où l'IA pourrait être utile. Dans le processus de la révision par les pairs, par exemple, pour trier les premières phases de sélection des publications, ça pourrait être utilisé. On pourrait y avoir une nouvelle conception du desk review. Donc, c'est la révision très, très rapide de, 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 de- d'un texte à partir de ce qu'on appelle le desk review. Meilleur filtrage des articles pertinents à considérer. Au niveau des moyens de détection, l'IA peut être très utile pour trouver, entre autres, les terminaisons douteuses, erronées. Est-ce qu'il y a du plagiat dans ça? Est-ce que c'est un article qui a été généré par l'IA? Est-ce que la bibliographie est solide et crédible? Ça, c'est du travail que l'IA est capable de faire. Au niveau de la révision puis de l'édition, les corrections grammaticales, de syntaxe, de style, etc., les traductions automatiques des articles aussi, ça peut aider. Donc, voilà à peu près les trois endroits dans le processus de la révision ou dans le processus de la révision et de l'analyse sommaire et grossière d'un texte. Voilà un petit peu comment est-ce que ça pourrait être utile. Je vais terminer en vous disant que bientôt, donc c'est dans moins de 2 mois, c'est dans 7 semaines en fait, en collaboration avec nos collègues de l'Université de Dakar, l'UQAD de Dakar, nous organisons un colloque sur la science ouverte 10, 11 et 12 novembre 2025. C'est un colloque qui va avoir lieu, qui va être en mode présentiel et en mode à distance, en direct. La programmation est quasiment toute complétée. Il nous manque une ou deux plages à l'heure actuelle. Grosso modo, il va y avoir des ateliers pratiques destinés aux jeunes chercheurs et des conférences que je dis plus formelles, plus structurantes, mais toujours avec une visée terrain. Parce qu'un des grands objectifs du GRISOF, c'est
la visée terrain. Nous sommes des gens de terrain, nous sommes des gens de laboratoire, des gens d'hôpitaux, des gens de terrain. Et donc, il faut que ça serve au terrain. Ben, je vous remercie. Le Grisoff reste à votre disposition. Donc, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, je dirais que le Grisoff est un groupe international d'experts. Nous sommes multidisciplinaires parce que nous sommes dans le monde de la santé, mais nous sommes aussi multisectoriels parce qu'on a des gens en sciences humaines, on a des gens en sciences sociales, on a des gens en droit, en philosophie avec nous, mais avec je veux dire, avec une réflexion un petit peu plus orientée vers les sciences de la santé. Ce qui fait qu'on doit avoir une écoute interdisciplinaire et transdisciplinaire. Et personnellement, je trouve que c'est très agréable et motivant. Un merci à Étienne, cofondateur et acteur indispensable au Grisoff, et un merci à Madame Aloui, qui travaille avec moi comme étudiante depuis quelques mois maintenant. Merci. J'arrête le partage et ouvert à votre discussion. Merci beaucoup, Yves. Ben, je vois que beaucoup de monde, beaucoup de personnes ont rejoint le groupe pendant ta conférence. Eh ben, je trouve que c'était une belle conférence de rentrée qui fait vraiment le point sur différentes questions qui se posent au niveau de la science ouverte. Ça donnera certainement envie à tout le monde de se connecter pour le congrès de Dakar. Ce qu'on peut ajouter, je ne sais pas si, je ne crois pas que tu l'aies dit, c'est que l'inscription est Ah gratuite. oui, Ça, c'est vrai, c'est tout à fait c'est gratuit. important. C'est tout à Euh, fait gratuit. Et puis, ceux sur qui le, sont sur place et proches, ben, vous êtes les bienvenus. sur le Ceux bulletin qui et le sont plus site du loin, Griseur, ben, il y a on des peut liens prendre. Internet qui vont être disponibles. Grosso modo, de la façon dont ça va fonctionner, il y a un lien Internet qui est disponible. Lorsque vous allez cliquer sur ce lien-là, ça va vous amener à un endroit pour vous inscrire. Donc, on va vous demander nom, prénom, institution. Et quand vous allez faire Send, ça va vous donner un autre lien qui va vous donner accès à la journée des conférences. Donc, il va y avoir un accès pour le 10, pour le 11 et pour le 12. Il va y avoir 3 jours, 3 liens. Et par ailleurs, comme tu l'as dit, des ateliers plutôt pour les jeunes chercheurs sur la publication, enfin, comment écrire un article, etc. Voilà, eh bien, la discussion est ouverte. Je suis sûr que... Ah, je vois qu'il y a Chèque Oui, il y a qui est... Chèque et puis il y a notre ami Charles aussi qui est là, Simon, Oui, Anne-Marie. il y a Anne-Marie, je ne sais pas si seulement... ton micro fonctionne maintenant. Voilà. Qui veut intervenir? Je n'ai pas tout le tableau, mais Moi non plus, je ne suis pas capable de l'avoir au complet. Je vais essayer de le mettre au complet, là. OK. Bon, mais si vous avez des questions, allez-y. La parole est à vous, mes amis. s'il n'y a personne à intervenir, je voudrais Euh, intervenir en commençant par la fin sur le- la participation de l'intelligence artificielle. Euh, D'après ce que j'ai lu ces derniers temps, les choses vont assez vite sur ce plan-là, non seulement pour reconnaître le plagiat, par exemple, enfin le plagiat, plus que le plagiat, c'est-à-dire des gens qui incluent dans en particulier dans la discussion, des passages entiers qui sont issus d'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce n'est pas leur réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit de donner ces résultats, dire voilà ce que j'ai trouvé, et puis l'intelligence artificielle va être capable de te générer une discussion à partir de cela. Mais ce qui va beaucoup plus loin à l'heure actuelle et ce qui est beaucoup plus peut-être inquiétant, c'est que à part- d'abord, à partir de quelques points, je dis voilà, je voudrais écrire une revue générale sur voilà trois, quatre mots-clés. Il y a des sites maintenant qui sont capables de t'écrire une revue générale en l'espace de 3 minutes. Il suffit de spécifier dans quelle revue, combien de références, etc. Et en 3 minutes, on peut avoir une revue générale ou une mise au point. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'un après-midi, on peut se constituer une liste de titres et travaux. Ça fait réfléchir tout de même, parce qu'il faut pouvoir les débusquer après. Et mais ce puis qu'il plus faut. loin, pardon, Non, vas-y, Étienne, vas-y, et excuse-moi. puis plus loin aussi, sur le plan de la genèse, on sait que l'IA, c'est un outil, certes, un très bel outil, et il est capable de générer des hypothèses à partir de données.
c'est-à-dire finalement créer un projet de recherche en tant que tel. Et à la limite, il peut même te donner une grande partie des résultats en disant, voilà, l'hypothèse est A plus B égale, et ben, en faisant cela, vous allez tomber sur tel et tel résultat. Donc on peut écrire un article sans avoir aucune donnée. Et c'est quand même assez dangereux. Très dangereux. Voilà, petite réflexion au passage. Qui veut intervenir? Ouais, moi je voudrais bien. Oui, c'est qui intervient? Je C'est le vois bien. professeur Baldé. Oui, Ah, voilà. Euh, Merci pour cette brillante conférence. Et je voudrais d'ailleurs rappeler que le professeur Étienne Lemary avait déjà donné une conférence sur les sciences ouvertes à Conakry. Et à l'université et au niveau de l'académie. C'est l'occasion donc de remercier encore une fois Grisoff par rapport à cette initiative. C'est un thème extrêmement important et d'actualité. Comme vient de le souligner le professeur Étienne, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a vraiment moyen de tout faire quasiment. Toute la question, c'est d'avoir également des moyens pour repérer ce genre de manipulation, puisque j'appelle ça manipulation, entre guillemets. mhm, Moi, le problème qui m'effraie un peu dans euh, cette philosophie, si je puis dire, de sciences ouvertes, parce que j'en ai eu l'expérience. Moi, je travaille dans le domaine de la recherche sur les plantes médicinales employées en médecine traditionnelle. Il nous est arrivé il y a des années de cela, lors d'un congrès, juste pour essayer de situer le thème qui portait sur la gestion du VIH. Et il fallait faire un petit tour en introduction de ce qui est disponible dans le domaine de la recherche. Et là, j'avais souligné une plante qui, dans la littérature, avait donné des résultats, mais c'est juste des recherches expérimentales. Mais que ne fut ma surprise 2 jours après, de tout le pays, on m'appelait pour me dire, ah oui, je vais essayer cette recette-là. Et il y en a qui, quelques semaines plus tard, m'appellent pour me dire, j'ai essayé la recette et ça marche. Je trouve ça quand même un peu inquiétant dans le domaine donc de la science ouverte. Comme le professeur Tremblay l'a dit, il faudrait quand même qu'il y ait quelques balises d'une part, et d'autre part par rapport aux chercheurs eux-mêmes. En fait, les chercheurs, ils sont confrontés, surtout ceux qui veulent faire carrière et puis qui veulent donc passer forcément par le CAMES. Et là, la publication est fondamentale et la participation à des congrès également pour des communications, qu'elles soient orales ou écrites. Mais là, il y a l'hameçonnage également des congrès. Il y a ces faux congrès et malheureusement, il y a beaucoup qui tombent dans ce genre de piège-là, hélas. Et c'est vrai qu'il y a encore, à mon avis, c'est très important, c'est très intéressant d'élargir cette formation au niveau aussi bien des étudiants que des chercheurs et des enseignants parce que nous sommes devant un monde en pleine évolution et c'est tout à fait dynamique et il faudrait qu'il y ait également, à mon avis, dans ce progrès époustouflant que nous vivons aujourd'hui, qu'on arrive également à trouver des balises. Euh, euh, donc, pour moi, c'est vraiment très, très, très important et je prends bonne note de cette formation que Grisoff envisage pour Dakar au mois de novembre prochain. Et je profiterai aussi de l'occasion d'ailleurs pour dire si jamais il y avait, vous pouviez faire un crochet à Conakry, puisque Dakar n'est pas très loin de Conakry. Et ce serait un grand plaisir de vous accueillir, bien entendu. Et au-delà, même participer, si le temps vous le permet, à un de nos événements culturels durant le mois de novembre, le 24 novembre. Merci encore une fois pour cette brillante conférence. merci beaucoup, professeur Merci Baldé. de votre commentaire. En fait, si je veux résumer un petit peu une partie de ce que vous avez dit,
Effectivement, pour les jeunes chercheurs, ça peut être très, comment je dirais, donc, très tentant parce que les chercheurs en début de carrière, le terme anglais, publish or perish, c'est très puissant, c'est très fort pour leur survie, hein. Et donc, l'accessibilité à des moyens de publication rapides, peut devenir tentant et même au-delà de, comment je peux dire, donc, des précautions qui devraient être mises en route. Mais je pense aussi, puis on s'en va vers ça tranquillement, je pense que de façon générale, comment je dirais ça donc? En ce moment, il y a une pression très, très forte sur les chercheurs et je pense que tranquillement, on est en train de réfléchir à comment repenser cette pression-là pour faire en sorte que, dans le contexte de la science ouverte, ben, que les gens puissent quand même arriver à fonctionner, arriver à publier, tout en restant tout en tentant d'avoir une recherche de très haute qualité et de ne pas se laisser tenter par la facilité des revues prédatrices et puis de certaines plateformes où finalement, sur le coup, ça peut être payant, mais à long terme, tu vas y laisser ta peau. Chèque, je vois que tu as une main levée. Oui, Celui bonsoir à tous. oui, qui est le co-organisateur du congrès de Dakar. Oui, Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à mes chers amis Étienne Yves. Je félicite pour sa présentation. Bon, j'ai pu quand même me débrouiller hein, de façon informelle pour suivre une partie de cette conférence parce que je pense que le thème est d'une grande actualité. Alors moi, je suis un peu inquiet. Euh, je suis pragmatique, comme l'a dit Yves. Nous sommes des gens de terrain. Alors, nous nous activons dans ça parce que nous pensons que c'est un immense défi. En réalité, on n'en attend rien. On est à des niveaux universitaires tels qu'on n'attend pas la promotion. Ce n'est pas le cas du jeune chercheur qui doit publier pour sa promotion. Mais il y a une dimension idéologique indéniable dans ce que je pourrais appeler la confrontation entre la science. La science de tout temps a été le moteur du développement humain. Mais aujourd'hui, cette science aujourd'hui, est-ce que la société la perçoit comme véritablement toujours le moteur du développement humain? Je pense qu'on en parlait dans l'une des conférences passées. Tout est monétisé actuellement. L'aspect économique a pris largement le dessus sur tous les autres aspects et c'est un poison. C'est un poison parce que, en réalité, le premier défi de la science ouverte, c'est qu'il y a un protectionnisme actuellement qui se fait parce qu'il y a une compétition féroce. Donc, pourquoi les scientifiques vont partager comme ça de façon altruiste leurs découvertes? Aujourd'hui, plutôt la tendance, c'est de garder ce qu'on a parce qu'on va avoir une longueur d'avance sur les autres. C'est la réalité. Alors, l'autre défi idéologique, c'est qu'il y a le pendant de la science. Alors, depuis hier, j'essaie de réfléchir pour trouver un terme adapté pour le contresens de la science. J'avoue que je ne suis pas arrivé. Finalement, j'ai dit manipulation, fake news, abrutissement, comme on veut dire abrutir les gens. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez les réseaux sociaux, tout le monde s'en plaint. Je ne suis pas sûr que la société soit plus intelligente actuellement qu'elle ne l'était il y a 20 ans, avant l'éclosion des réseaux sociaux. Donc, on a tendance à faire émerger le futile, l'accessoire, le faux par rapport à la science. Donc, c'est ce combat titanesque qui nous attend, nous. Mais nous sommes qui pour affronter ce débat? La preuve, la science ouverte traîne les pieds. On n'a pas beaucoup de moyens. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ben, euh, c'est un développement fulgurant. Donc, je pense que le combat doit être mené à ce niveau-là. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais il faut être conscient. Et nous aurons besoin de moyens, nous aurons besoin
que la société, au moins la société scientifique, puisse s'approprier cela. Parce que nous tous, nous sommes des volontaires, hein. Chacun prend son temps, sa santé, ses moyens, etc. Et à ce rythme-là, je vois que le combat sera difficile. Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, je pense que c'est un sujet important. Est-ce qu'on aura les moyens de vaincre ce combat? C'est un combat idéologique, philosophique, qui peut engager même, disons, l'avenir de l'espèce humaine. Alors, pour terminer, j'avais noté tellement de commentaires, mais je ne veux pas mobiliser la parole. Alors, je voulais interpeller Yves sur ce qu'il a appelé les prépublications. À mon avis, ces prépublications, bon, je pourrais les considérer comme c'est du mercantilisme, hein, et de la vanité. Ah oui, absolument. Pour moi, le vrai chercheur, quelle qu'en soit la raison, même si c'est pour essayer d'influencer un processus d'attribution d'une recherche, etc., l'honnêteté intellectuelle induit de ne pas faire de prépublication. Parce que vous ne savez pas l'information que vous allez délivrer. Elle n'est pas encore établie, mais comment ce sera utilisé? À ce moment-là, demain, comme le disait le professeur Baldé tout à l'heure pour l'histoire du truc, qui est responsable? Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette responsabilité? Donc, à mon avis, l'histoire de la prépublication doit être formellement déconseillée aux vrais chercheurs. Parce qu'il faut attendre que les résultats soient validés pour enfin les publier. Alors, les revues prédatrices, là aussi, c'est un problème. Vous vous souvenez, je donne l'exemple du traitement du Covid ou de la Covid selon ce qu'on considère comme lexique grammatical, par des antipallidaires, vous vous rappelez. Et pourtant, il y a une célèbre revue qui a pignon sur rue, qui fait partie des revues les plus cotées au monde, qui avait fait un papier là-dessus. Mais deux ans après, ces gens sont revenus. Et comme actuellement, on peut faire des rappels d'aliments parce qu'il y a eu un germe ou des rappels de produits manufacturiers. On a vu des voitures sont rappelées parce qu'il y a telle composante, etc. Mais ça, est-ce qu'on peut l'accepter dans le domaine de la science? Pas du tout. Donc, ça veut dire que ce qu'a dit Yves, c'est vrai que il faut la notoriété de la revue, mais maintenant, ça ne protège pas, hein. Il y a des revues qui ont une grande notoriété, mais qui ont eu à publier des papiers, mais où on s'est rendu compte quelques mois ou quelques années après que non seulement c'était faux, mais il y avait un problème de validité interne, il y a aussi un problème de validité externe. Donc ça augmente encore l'angoisse. Finalement, comment on va s'en sortir? Alors, la troisième question, j'en ai quatre, c'est la révision par les pairs. Mais c'est essentiel. Mais dans le choix des pairs, il faudrait des critères. Vous voyez des revues où parfois le comité est confectionné par affinité, alors que on ne peut juger la qualité d'un travail que si on a au moins le même degré d'expertise que celui qui a procédé à la rédaction de l'article et qui a effectué la recherche. Et il faudrait éventuellement aussi sélectionner dans le comité éditorial un expert qui travaille dans les mêmes conditions que le chercheur qui a présenté ses résultats. Parce que parfois, il y a un problème de validité externe et interne. Et ça, on voit dans les revues. Je prends moi-même, j'ai publié plusieurs articles en France. Il n'y a pas un seul Africain dans les revues que j'avais utilisées pour faire la publication. Est-ce que ça ne crée pas un biais? Donc, dans le choix des pairs, je pense qu'il faudrait insister et peut-être essayer de normer le choix de ces pairs. Sinon, si on laisse à la revue le choix de désigner les experts qu'ils veulent, donc qu'est-ce que nous dit que ces experts ont qualité pour donner un avis circonstancié en la matière? À mon avis, la révision doit rester anonyme, hein, et désintéressée, parce que sinon, on rentre aussi dans le cadre du jeu d'intérêt, du jeu de pouvoir qui peut euh, altérer, le résultat. Dernier commentaire, c'est l'intelligence artificielle. Euh, voilà un outil formidable. Mais là aussi, mon inquiétude, c'est que ça va ça va entraîner le rapetissement du cerveau humain. Et ça va à l'encontre de la recherche. J'ai bien aimé Yves, le fait que tu aies dit
clairement. Si jamais moi je refais une conférence là-dessus, je citerai ça en disant que c'est mon ami Yves. Ça peut être un outil de travail, mais ça ne peut pas donner de la production scientifique. Absolument. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire le contraire. Alors moi, je suivais un reportage hier qui a été saisissant pour moi. On a pris une photo qui a circulé sur plusieurs pays, notamment européens, etc. La photo était truquée. Truquée. Les gens ont pris la photo, ils ont interrogé l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a dit oui, c'est vrai. Et a même cherché à argumenter en disant que oui, cette photo a été prise, les gens sont passés par là, ils sont descendus par là. Quand ils ont fait la recherche, ils se sont rendus compte que l'intelligence artificielle, en fait, ne fait qu'utiliser une base de données. Parce que si vous allez dans le net, il y a des articles qui ont été publiés pour justifier la légalité de cette photo. L'intelligence artificielle a utilisé ces éléments pour essayer de justifier. Ils ont fait le test plusieurs fois. L'intelligence a dit c'est vrai, mais c'est archi faux. Et ça, c'est glaçant. Donc, il faut qu'on amène à faire croire aux gens que ce n'est qu'un outil qu'on doit utiliser, mais ce n'est pas la vérité absolue. Or, la science a besoin d'une vérité presque absolue. Donc, voilà les quelques commentaires que je voulais faire. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir longuement sur tous ces aspects, mais je conclus en disant c'est un combat titanesque et ce sera extrêmement difficile de le gagner. Et je ne suis pas sûr que les chercheurs actuellement soient tous engagés autant que nous, parce que le jeune chercheur, lui, une fois qu'il a sa graduation, sa publication, c'est alimentaire. Je suis désolé de le dire. Mais et pourquoi il va continuer à défendre la science et la science ouverte? Il n'y gagne rien du tout. Et je pense qu'on le vit à travers nos petites expériences. Maintenant, c'est à nous peut-être de voir, de réfléchir comment influer la tendance actuelle. Sinon, on risque d'être dans des vieux pieux et puis bon, dans des souhaits quoi, qui n'iront pas plus loin. Voilà, merci à tous et désolé d'avoir été aussi long. Ben, merci, merci, Cheikh. Tu as dit beaucoup de choses, fidèle à tes habitudes et toutes des choses extrêmement bien sensées. Je vais juste essayer très rapidement de commenter sur chacun de tes 4 points. Sur la question des préprints, je ne l'ai pas dit, mais je partage ton avis. Les plateformes sur lesquelles les gens devraient déposer, ce sont des plateformes qui éventuellement sont orientées vers un type de publication où les textes vont être au final révisés par les pairs. Que le texte serve un petit peu en amont de ça, j'ai pas trop d'objections, à condition qu'il y ait un processus de révision par les pairs derrière et que finalement ce soit comme une espèce de millefeuille, c'est-à-dire que lorsque le texte final révisé va avoir été produit, ben, que la version préprint déposée en premier soit carrément retirée de la plateforme. Ça serait mon idée à moi. Pour ce qui est des revues prédatrices, ben, tu l'as dit, hein? On l'a vu très bien aussi. Toi, t'as parlé des anti pour le paludisme, mais écoute, en France, on a vécu tout un drame avec l'hydroxychloroquine et je le nommerai pas, mais tout le monde sait de qui je parle. Et ça a été catastrophique. J'ai lu des choses dans lesquelles, mais jusqu'à quel point c'est vrai, je ne le sais pas. Mais il y aurait, semble-t-il, il pourrait y avoir jusqu'à 8000 personnes qui se seraient, qui auraient pris de l'hydroxychloroquine pour traiter la COVID parce que il y a eu ces publications-là qui étaient carrément des publications. Non seulement la science était fausse, mais la revue dans laquelle étaient publiées ces données-là était aussi des revues prédatrices et tout ça contrôlé par la même personne, hein. Fait que ça a été catastrophique. L'autre aspect catastrophique dans ça, c'est que personnellement, je trouve que les autorités ont pris beaucoup trop de temps à réagir. Mais ça, c'est un autre point. La révision par les pairs, ben, je l'ai dit un peu tantôt, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel parce que même avec tout le bon vouloir, toute la bonne éthique, toute la bonne reproductibilité, et tu veux avoir les meilleurs résultats possibles, l'erreur est possible. L'erreur est possible. Et donc, que ce soit révisé par les pairs, j'ai absolument, moi, je trouve aussi que c'est essentiel. Et d'ailleurs, la revue Nature
et a officiellement, puis je pense que c'est pas la seule maintenant, mais il y a celle-là que je connais plus, la revue Nature est officiellement entrée en sciences ouvertes, mais en disant très clairement que dans le processus de la révision par les pairs, les réviseurs allaient demeurer anonymes. Et je pense aussi que c'est une bonne chose. Parce que aller dire à une publication, ah, écoute, ce que tu as fait, c'est pas du bon travail, si ton nom est connu, ça peut être dangereux. Et donc, donc moi, je suis d'accord pour que les réviseurs demeurent anonymes dans un contexte de sciences ouvertes. Puis finalement, l'IA, ben, merci Chèque d'avoir dit ça de ce que j'avais écrit sur l'IA. Puis, tu as parlé de petite expérience. J'en ai vécu une la semaine dernière. J'étais dans un autre contexte, puis je discutais avec des gens. Et il y a des gens qui, à un moment donné, ont pris 4 situations identiques, c'est-à-dire, ils ont posé 4 questions, et dépendamment de qui posait la question, que ce soit un médecin, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un gay, ils ont obtenu 4 réponses différentes. Et aussi, je me souviens très bien, Étienne, dans une conférence qu'il a faite, où il avait posé des questions, mais comment je dirais ça, à 2 intelligences différentes, à 2 intelligences artificielles différentes, là, je cherche le terme, je ne l'ai pas, là, mais il avait obtenu des éléments différents aussi. Il avait obtenu des réponses différentes. Donc, il faut faire extrêmement attention parce que l'intelligence artificielle, c'est pas un cerveau humain. Ça ne produit pas. Ça se sert de ce qui existe. Par contre, ça fait des milliards de relations, mais c'est toujours à partir de ce qui est existant. Ça produit rien. Voilà. Merci Yves. Et Qui veut peut-être que dans 10 intervenir? ans, l'intelligence artificielle aura, je ne sais pas, peut-être qu'elle se sera rapprochée d'un cerveau humain, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. C'est mon point de vue. Qui veut intervenir? Monsieur Santini. Non, parce que moi je suis en admiration devant toute cette science-là. Et d'abord, merci monsieur, euh, votre exposé était formidable. J'ai découvert des tas de choses. Je m'inquiétais au départ, je me posais des questions sur les dangers de cette affaire, mais en fait, progressivement, vous avez un peu défini et c'était un peu rassurant. Pas complètement, mais vous avez posé des questions qui restent ouvertes. Donc, bravo. Merci. Oui. Simon, commentaire? Juste un petit commentaire. J'ai été très heureux de savoir tout ce qui a été discuté rentre dans la droite ligne de toutes nos interrogations. Et pour l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, c'est un bon outil, mais où est-ce qu'on place le curseur? Parce que dans les années à venir, on va se reposer la question de est-ce que cet outil de travail ne devient pas indispensable? On ne sait pas trop. Peut-être qu'ils cherchent aussi à s'améliorer dans ce sens. Le curseur, on ne sait pas trop où le placer. Mais il faut qu'on reste vigilant. Effectivement. Puis, j'ai mon ami Charles qui est là et j'aimerais bien lui poser la question, sciences ouvertes et responsabilité sociale, mon cher ami. Qu'en penses-tu? Alors, cher Yves, bonjour. Justement, j'étais en train d'écrire en disant que j'étais arrivé très en retard et que j'allais partir plus tôt, mais là, tu me saisis au vol. Et donc, merci pour la stimulation. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, je pense que c'est notre ami Cissé qui a fait un commentaire que je trouvais très intéressant. Et d'ailleurs, il avait signalé qu'on était plutôt dans l'idéologie, la philosophie, mais il est vrai que il nous faut faire un barrage à tout ce qui est fausses nouvelles, fake news, etc. Et je pense que c'est plus une question anecdotique, c'est pratiquement une façon de procéder dans l'existence où la domination ou l'absence de considération des faits est en train de dominer.
dans nos rapports entre les pays et entre peut-être à l'intérieur des nations. Donc, je pense qu'il y a un grand problème. Il y a un grand problème de savoir si nous sommes en phase avec la réalité et nous avons le courage de dire les choses comme elles sont. Donc, bon, maintenant vous me direz, tout ça c'est la philosophie, c'en est effectivement, mais je me demande dans quelle mesure des personnes comme vous, qui êtes quand même les promoteurs de la, je veux dire, de la factualité, du raisonnement basé strictement sur les faits et leur vérification de leur avérence. Est-ce que je me demande dans quelle mesure il ne faut pas aussi s'orienter pas seulement sur la technicité que tu viens de bien expliquer, Yves, et sur les différents processus de contrôle, mais sur également comment les faits peuvent être analysés par les spécialistes, par la société. Et comme j'ai vu le titre tout à l'heure de pairs, je me suis dit, qui sont les pairs? Ce sont des gens comme nous, ou ce sont des gens qui sont différents de nous et qui pourraient peut-être avoir un œil différent sur ce que nous faisons. Parce que je pense que le citoyen lambda, qui n'est pas un scientifique éventuellement, mais peut-être que dans les conclusions, dans les recommandations de ce que nous faisons, pourrait avoir un avis qui peut être également éclairant. Donc quand je dis pair, voilà, je le mets un peu plus large que mon copain spécialiste de la même spécialité. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais, puis non, mais je pense que c'est un bon point que tu apportes parce que si on regarde par exemple la constitution des comités d'éthique, que ce soit sur la recherche des animaux, que ce soit sur la recherche sur les humains, oui, il y a les grands spécialistes du projet qui va être discuté, mais il y a aussi maintenant de plus en plus euh, des gens éloignés et ça va jusqu'à avoir un représentant de la société. Et donc, oui, c'est vrai que c'est important, mais aussi, comment je peux dire, donc, c'est que tous ces avis-là sont constructifs, mais il faut aussi avoir les avis des vrais pairs, puis sur ces avis-là viennent s'empiler des avis un petit peu plus larges qui donnent une perspective un petit peu élargie et qui est bonne. Charles, ton micro est fermé. Si je peux ajouter quelque chose, c'est quelque chose qui remonterait bien en amont de ce que nous faisons, en amont de ce que nous faisons. C'est-à-dire le choix des thèmes de recherche sont fixés par ceux qui ont un intérêt à faire cette recherche, évidemment, soit parce que ils sont dans la spécialité, ils sont dans une association, il y a la compétition entre les collègues, etc. Très bien. Mais je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire comment est-ce que nous choisissons nos axes de recherche, nos thèmes de recherche. Par exemple, je pourrais vous dire que en matière de recherche, à l'OMS, on avait fait une étude sur la nature de la recherche. Eh bien, les fonds de recherche étaient utilisés à 95% pour explorer des problèmes de nature biomédicale et à 5% seulement pour tout ce qui concernait le psychosocial, le politique. Alors là, là, si vous voulez, c'est le contraire de l'ouverture. Et donc, la science ouverte, elle devrait être assez ouverte pour dire, est-ce que nous posons les bonnes questions? Pas pour nous faire plaisir et pour améliorer notre CV, mais pour servir la société. Si je peux juste ajouter un commentaire là-dessus, ce que tu dis là, c'est extrêmement vrai. Et ça, le Canada a entrepris une réflexion au début des années, en fait, vers le milieu des années 1990, il y a une réflexion qui a été amorcée parce qu'effectivement, la recherche en santé, par exemple, était strictement soit clinique ou soit fondamentale. Mais maintenant, au Canada, et la répartition des fonds était à peu près 50-50, à peu près. Il y avait 50% dans le fondamental, en sciences de la santé, dans le biomédical, et 50% du côté de la recherche clinique. Mais en 2000, on a introduit deux autres notions, qui sont les sciences humaines et les sciences sociales. Mais les sciences humaines et les sciences sociales appliquées à la santé. Et ça fait pas tellement longtemps, je regardais la répartition parce que le budget des IRSC, c'est quand même 1 milliard de dollars par année, c'est quand même beaucoup de sous. Et je regardais comment est-ce qu'à travers ces quatre piliers-là, les argents étaient distribués. Puis je traçais des courbes. Ben, tranquillement,
les fonds de recherche en biomédical et clinique restent à peu près équivalents, mais ils sont plus à 50%. Ils sont rendus à peu près à 30%. Et le 40% se répartit après ça dans les sciences sociales et les sciences humaines. Donc, tranquillement, effectivement, ça va dans le sens que Charles disait, c'est qu'on pose des questions de plus en plus élargies. Et C'est ça, vrai. c'est bien. Ça, c'est Alors, bien. moi, Parce que la santé a moi, des je, dimensions sociales et économiques, enfin, tout ce que vous voudrez. Et donc, c'est très important. Oui, Étienne, je pense que tu veux dire un mot. Non, oui, non, je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire sur Vas-y, ce qu'a Chef. dit Charles, sur ce qu'a dit Charles, en parlant de qui commandite le choix des sujets. Alors, Yves a parlé de l'éthique, mais c'est un élément important dans l'éthique, dans le domaine de la recherche. Mais regardez ce qui se passe. Ce sont ceux qui ont les moyens, qui choisissent les sujets qui les intéressent et qui font la recherche. L'exemple le plus simple dans le domaine de la santé, nos pays coulent sous ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées depuis 60 ans. Ces problèmes ne sont pas réglés. Regardez le Covid. En moins de 6 mois, un an, le problème a été résolu. Alors ça aussi, c'est une question essentielle. On ne peut pas avoir de la science ouverte et comme ça sans prendre en compte ces considérations éthiques. Et parce qu'il y a peut-être le tiers ou la moitié de la population qui vit dans des zones où il y a des problèmes de santé qui sont spécifiques, mais ça fait l'objet pratiquement d'aucune recherche parce que ces gens n'ont pas les moyens et ne peuvent pas décider de ce qu'on fait. Je crois que là aussi, c'est une question à laquelle il faut s'adresser. Merci. Merci, Chèque. Étienne, tu voulais parler tout à l'heure? Simplement deux commentaires qui un peu dissociés. Cheikh nous a fait un tableau, disons, un petit peu pessimiste des choses. Il formulait des inquiétudes. Moi, je ne suis pas si inquiet que ça. Parce que, sur un point, par exemple, Yves, que tu n'as pas abordé, tu as abordé la science ouverte qui permet une publication large, une ouverture des données et des publications. Il faut voir que c'est une opportunité certaine pour les pays d'Afrique. Ah ben oui, je pense que oui. Qui connaît la littérature africaine parce qu'elle est publiée dans des revues locales qui n'ont pas de... c'est une occasion, quelle que soit la langue, parce qu'aujourd'hui, le problème de la langue ne se pose plus, que vous écriviez en français, en anglais ou en une langue quelconque, africaine ou autre, il y a des services, il y a des systèmes de traduction automatique, donc le problème ne se pose pas. Et à mon avis, et ça c'est une question que nos amis africains, je dis nos, de façon générale, doivent se poser, c'est qu'il y a une opportunité de faire connaître les publications africaines du fait de cette ouverture. Je ne dis pas que c'est simple, je n'ai pas de solution toute faite à proposer, mais je crois qu'il faut saisir cette opportunité. Il faut Ouais, moi aussi, connaître je la pense que science africaine, il y a des très bonnes choses, mais qui ne sont pas connues, qui restent dans un cénacle trop fermé. tout à fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, concernant l'intelligence artificielle, je crois que c'est essentiellement un problème d'éducation. Pour moi, c'est un formidable outil que je trouve fabuleux. J'essaie de suivre un peu la littérature là-dessus. En particulier, je vous conseille d'aller sur le site Nature parce que toutes les semaines, il y a au moins deux, trois, quatre lettres à ce sujet-là qui sont passionnantes et d'une semaine à l'autre, on voit la vitesse à laquelle ça va. Mais je crois que c'est un très bon système, mais ce que nous devons faire, c'est former nos étudiants, nos chercheurs à poser les bonnes questions. C'est ça, c'est essentiel. C'est pas nouveau en médecine. Si on ne se pose pas les bonnes questions, on n'aura jamais un diagnostic. On va jamais trouver la solution à tel problème. Et c'est plus vrai que jamais avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ne pas arriver devant une application en disant bah, je pose n'importe quelle question et on verra bien ce qui sort. C'est pas comme ça. Il faut poser les bonnes questions. En fonction de la qualité de la question, vous aurez une réponse de qualité. Ça me paraît essentiel. Et pour la recherche, c'est la même chose. Il faut poser les bonnes questions. Si on pose une question générale, on va aboutir à n'importe quoi. Je parlais des revues générales tout à l'heure. C'est facile de faire une revue générale, il faut 1 heure aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça apporte quelque chose, ça n'apporte rien, ça n'est qu'un compilat d'articles
etc. Mais pour la recherche, c'est poser les bonnes questions. Et je suis persuadé, d'après ce que j'ai lu, qu'avec l'IA, on peut affiner les questions, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire trouver des idées. Voilà, c'est tout ce Oui, que je veux dire. non, je pense que oui, tu as raison, mais en même temps, il faut être, comment je dirais, non, il faut être très alerte là-dedans, c'est-à-dire que il faut faire attention à tout ça parce que autant ça peut être fantastique, autant ça peut devenir catastrophique. Il faut former nos étudiants, former les générations qui arrivent. Exact. D'ailleurs, parce que tu parles des étudiants, à l'Université Laval, il y a un forum maintenant qui existe sur intelligence artificielle et enseignement. Absolument. OK, écoutez, il est 11h33, donc ça veut dire 17h33 pour nos amis européens. Et puis, je pense aussi Gabonais et Conakry. Je pense que vous êtes sur l'heure de Paris ou à peu près. Ben, sur ces quelques mots, j'aimerais vous remercier. Et, Charles, est-ce qu'on a des conférences, pas Charles, je m'excuse, mais Étienne, est-ce qu'on a des conférences à annoncer? Ben, écoute, pour l'instant, le programme est en cours de construction, donc pour le mois d'octobre, nous n'avons rien de défini. On a des conférences en fin d'année, au mois de novembre, au mois de décembre, mais le mois d'octobre, pour l'instant, il n'est pas finalisé. Ben, écoutez, on va Simplement finaliser le mois rappeler, d'octobre, surveillez-nous. oui, il faut simplement surveiller et puis rappeler que du 11 au 13 novembre, vous avez accès de façon libre et gratuite à toutes les conférences qui auront lieu à Dakar. Ouais, c'est ça. Mettez ça sur votre calendrier. 10, 11, 12 novembre, vous allez avoir un accès gratuit à 3 jours de conférence en sciences ouvertes et à des débats qui vont être passionnants. Donc, j'arrête l'enregistrement.